Madame Pipard, bonjour. Vous avez, au cours de votre longue carrière de communicatrice, de journaliste et d'auteur, rencontré de nombreux artistes. Vous avez réalisé des entrevues, vous avez aussi écrit des livres sur les artistes, des poèmes et un essai « Désir d'écrire ». Dites-nous, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, Monsieur Umberto Bruni, comment avez-vous approché son œuvre et comment avez-vous abordé l'homme? En fait, j'ai eu beaucoup de plaisir à connaître Umberto Bruni, que je connaissais déjà depuis une quinzaine d'années, mais je l'ai abordé de façon la plus simple possible. En fait, c'est un homme qui est très jovial, mais qui parle pas beaucoup. Et donc, au cours d'une dizaine de rencontres, je l'ai laissé parler et j'ai essayé de capter un petit peu ce qui l'animait, lui, en tant que personne. Donc, c'est une approche vraiment humaniste. Et d'ailleurs, ça va être le sujet de l'entrevue. On rencontre Umberto Bruni aujourd'hui. Monsieur Bruni, vous allez fêter vos 97 ans, ça fait 84 ans que vous peignez. Dites-moi comment vous avez fait pour vous engager dans le métier d'artiste. Ben, on ne le prend pas. Comme on dit, l'avenir, c'est nous prend. Mais on ne peut pas prendre l'avenir. J'ai commencé réellement dans le temps que j'allais à l'école, au tout début, sur une ardoise, avec une craie blanche. Et c'est là que j'ai découvert le dessin. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner, puis lentement, je suis parti vers l'art, comme ça. C'était ce que vous aviez toujours aimé, vous avez fait vraiment votre passion. Ah, ça, c'est ma vie, ça. Pourtant, c'était une époque qui n'était pas nécessairement facile. Si on voulait gagner sa vie, vos parents viennent d'Italie, de la région des Abruzzes. Mais vous êtes né à Montréal. Oui, justement. Et l'époque n'était pas enclin à... Non, c'était pas facile, vraiment. Mes parents, mon père, il avait de la misère aussi. Vu qu'on était même une famille nombreuse, on était 9 dans la famille. Imaginez-vous le sacrifice que mon père devait faire, et ma mère aussi. Alors, dans le domaine des arts, moi, j'ai continué parce que j'aimais ça. Quand on aime quelque chose, on y tient. Vous aviez la tête dure. Oh, j'avais la tête dure. Et alors, vous avez commencé tout au début dans un journal. Vous avez fait des illustrations, d'ailleurs, dans le nouveau livre que l'on présente. Oui, c'est un cheminement, là, puis je suis arrivé jusqu'au journal, faire l'illustration durant la guerre. Alors, j'ai connu soit le propriétaire du journal qui il avait acheté de mes peintures, et qui était intéressé de dire, bon, on va voir si vous êtes capable de faire de l'illustration pour les autres. C'est ça que j'ai fait. Oui. Comme je le disais, dans le nouveau livre que l'on présente aujourd'hui, qui est publié aux éditions Marcel Broquet, la nouvelle édition, votre nouveau livre s'appelle Umberto Bruni, l'homme et son art. Justement. Et on peut voir des illustrations qui datent de cette époque-là. Mais plus tard, vous avez été assez audacieux aussi, puisque vous avez décidé de rencontrer Guido Nincheri. Oui. Eh bien, Guido Nincheri, c'est que j'avais appris qu'il se trouvait à travailler dans l'église de Saint-Notre-Dame de la Défense, dans le quartier italien. Maintenant, j'ai dit, je vais aller voir. Et puis, j'ai su qu'il travaillait encore sur l'échafaudage très haut, là. J'ai pris une chance, il y avait une échelle. J'en avais presque peur, hein, parce que l'échelle, elle basculait comme ça, là. Puis, une fois rendu au sommet, M. Nincheri se trouvait à tourner. Et il dit, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ben, j'ai dit, ben, professeur, j'ai dit, j'aimerais bien ça, venir travailler dans votre atelier. Ben, il m'a dit, ben, lundi, emporte-moi un dessin, puis je vais voir qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Et c'est comme ça qu'il m'a sculpté. Et c'est d'ailleurs ce qui vous a permis de toucher beaucoup de techniques, parce que ce grand maître, comme on l'appelait d'ailleurs le Michel-Ange du Québec, a fait des fresques, des vitraux, puis vous avez... Avant même d'étudier à l'École des Beaux-Arts, vous avez appris déjà toutes ces techniques-là. Bien, c'est qu'on apprend la technique tout en travaillant.
Ça prend des années, on se développe. Maintenant, chez Ninkeri, j'ai commencé le dessin dans son atelier et ensuite, évidemment, le vitrail. Le vitrail, j'ai été travailler dans les églises. Il y avait pour la peinture à l'huile dans les églises. Et d'autres églises, c'était à la fresque. C'est une spécialité sur la fresque. Oui. Il n'y en a pas beaucoup ici, à Montréal même. Et puis, alors, c'est comme ça qu'on apprend, tout en travaillant, on apprend les techniques. Mais dites-moi, quand vous êtes entré à l'école des Beaux-Arts pour étudier, vous deviez avoir déjà une sacrée expérience. Comment vous vous sentiez par rapport aux autres étudiants? Ah, ben, les étudiants, ils étaient pas mal arriérés avec ça. Hein. Oui. C'est que des fois, je donnais même un coup de main à des étudiants. Oui. Je devenais presque professeur, comme étudiant, presque professeur. Et donc, c'est tout naturellement que vous vous êtes engagé par la suite. En fait, vous avez une petite période où vous avez travaillé à l'extérieur, mais après, vous avez enseigné pendant 23 ans à l'École des Beaux-Arts de Montréal. Plus que ça, plus que 23 ans. Oui. C'est qu'il y a des années qui ne sont pas comptées. Pour les raisons, c'est que l'Union, quand ils vous engagent, il y a des années qui sont perdues. Alors, j'ai enseigné au-delà de 30 ans. Oui. Et vous êtes passé à travers toute l'avant-garde du refus global, parce qu'en fait, il faut dire que vos œuvres sont vraiment d'un classicisme, vos valeurs sont vraiment attachées à la tradition. Bien, vous savez, il y en a beaucoup qui sont partis dans le côté facile. C'est pour ça que le refus global et tout ça, là, ça a créé une école pour les gens qui ne savent pas trop dessiner. Parce que arriver ce que je fais moi-même, c'est que ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de dessin. Oui. Maintenant, je ne le fais pas parce qu'ils ont besoin de ça, c'est parce que j'aime la nature telle que je la vois et telle que je la ressens. Alors, je cherche à la peindre comme ça. Oui. Moi, j'ai découvert quelque chose à travers nos rencontres, c'est que, en fait, à votre façon, vous êtes assez zen, puisque vous avez, dès votre plus jeune âge, fait exactement ce que vous aimiez faire, donc ça vous a donné la paix. Et j'ai été très impressionnée ici de voir que vous remontez le moral, même encore aujourd'hui, à des gens qui n'en ont pas. Oui, ben enfin, que voulez-vous? Comme professeur, comme on pourrait dire pédagogue aussi. Oui. Et je pense que j'avais la qualité d'être pédagogue. Oui. Parce que vous avez permis aux gens aussi de garder leur style, mais en leur donnant le cours de technique. D'ailleurs, c'est comme ça que s'appelait votre cours. Aux étudiants, je ne cherchais pas à les influencer de quelle façon qu'il fallait travailler. Je leur donnais les moyens de s'exprimer. Oui. Alors ça compte beaucoup, ça, dans l'enseignement. Oui. Vous avez enseigné à Paul Tex-Lecor? Oh, j'ai enseigné Toussignan et combien d'autres. Toussignan, Molinari aussi? Molinari, bien oui. Tous ces grands qui ont vraiment suivi un chemin totalement différent. Mais ils n'étaient pas grands quand ils étaient dans mon cours. Ils n'étaient pas grands, non. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans votre carrière? Ben, c'est l'enseignement. L'enseignement, oui. Parce que réellement, là, ça fait déjà depuis 80. Heureusement que j'ai eu la chance de pouvoir travailler. Oui, oui. Parce qu'en laissant l'enseignement, j'ai eu plus de temps de faire ce que je voulais faire dans mon travail. Oui, c'est ça. On n'aurait vraiment pas le temps de parler de tout ce dont on veut parler, parce que vous avez fait beaucoup de voyages, vos œuvres sont reprises dans plein de musées et tout ça. Mais juste en conclusion, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bon, être capable encore de continuer à travailler. J'aime bien parce que je vois la nature. Des fois, je n'ai pas les forces pour. C'est désappointant. C'est ça. Hein? Mais en tout cas, on va inviter tous les téléspectateurs à venir découvrir votre livre et toutes les belles œuvres que vous y avez laissées. Merci beaucoup, M. Bruni. Merci. Bonjour, je reçois aujourd'hui Cora Tsouflidou, bien connue comme Madame Cora, la fondatrice de 130 franchises des restaurants Cora au Québec et évidemment dans le restant du Canada. Alors Cora... Bonjour, bonjour Rosette. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'un tout nouveau bébé. Oui. Et ce n'est pas un restaurant. Et ce n'est pas un restaurant, non. C'est votre dernier né qui s'appelle, donc un très beau livre qui s'appelle Entre le soleil et moi.
C'est mon, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est ma salutation à l'entreprise, c'est mon livre d'affaires, mais c'est aussi ma confidence d'affaires qui est écrit sous forme de lettres. Alors, c'est des lettres que j'adresse à mon soleil, qui est ma marque de commerce, et on se souvient ensemble des principaux événements qui ont contribué à faire avancer de façon si extraordinaire l'entreprise depuis les derniers 10 ans. Et oui. Et justement, je lisais dans ce livre, donc vous disiez, c'était un petit peu différent du premier livre que vous avez fait. Oui, il y a déjà une dizaine d'années. Oui, le premier livre racontait vraiment l'histoire, d'où je viens, comment m'est venue cette idée et l'implantation, je pense, des 4 premiers restaurants et comment on a créé le menu à partir des suggestions des clients. Ce livre-ci, c'est pour ça que je l'appelle mon livre d'affaires, c'est beaucoup plus... Qu'est-ce que ça prend pour réussir? Qu'est-ce que ça a l'air travailler avec ses enfants? Comment j'ai réagi quand les compétiteurs sont arrivés? Et ainsi de suite, tous les événements nécessaires pour vraiment bâtir quelque chose. En ce sens-là, je pense que c'est un livre qui est beaucoup plus inspirant et motivant pour des personnes qui se lancent en affaires et qui sont portées, comme moi je l'ai été, à être découragées certains matins, mais qui vont voir qu'on doit continuer. Il faut dire que vous avez eu quand même tout un parcours. Pour la petite histoire, vous avez commencé votre premier restaurant, donc je pense qu'il y avait une trentaine de places. Exactement, 29. 29. Oui. C'était toute une aventure parce que vous aviez une quarantaine d'années, je pense. J'ai commencé exactement à 40 ans, la journée de mon anniversaire. J'ouvrais ce petit casse-croûte et un restaurant à la fois. J'avais aucune idée que j'allais faire une chaîne de restaurants. Dieu merci, parce que j'aurais eu peur et j'aurais quitté pour aller travailler serveuse ou quelque part parce que je ne croyais pas que j'étais une personne d'affaires. Mais je pense qu'à force de brasser des omelettes, j'ai eu la piqûre. Mm-hmm. Premièrement, j'ai découvert que j'adorais cuisiner. Oui. Et ensuite, bien, j'ai voulu avancer, avoir un autre restaurant parce que le premier était trop petit, puis un autre, et voilà. Il fallait quand même un brin d'audace ou d'inconscience ou je ne sais pas. Je pense que quand on commence et on est très pauvre, on n'a rien à perdre, alors on a nécessairement l'audace. Ouais. Puis aussi, je dois dire qu'on n'a pas le choix. Il fallait que je m'en sorte parce que j'avais 3 adolescents. Alors, vous savez, quand on dit la nécessité est la mère de l'invention, ça a été très juste en ce qui me concerne. Mmh. Alors, vous deviez avoir la fibre entrepreneuriale parce que, évidemment, vous avez réuni votre propre recette. Oui, oui. Moi, quand je parle de l'entrepreneuriat, je dis toujours que c'est une grave maladie que j'ai attrapée parce que j'ai rapidement réalisé que j'étais jamais contente du prochain restaurant. J'en voulais un autre, puis encore aujourd'hui, je m'en vais là inaugurer le 131e la semaine prochaine et je suis certaine qu'après avoir coupé le ruban puis fait la cérémonie, je vais embarquer dans l'auto puis je vais demander à mes gens où est le prochain. Ah oui. C'est toujours comme ça. Vous êtes le bout en train des Cora. Le bout en train où je suis la seule qui demande toujours, justement, où est le prochain. Oui. Et ça, c'est très motivant pour les troupes, je pense. Bien. En fait, c'était toute une aventure familiale que vous avez faite avec vos enfants. Comment se sentent les enfants? Parce qu'il faut dire aussi que vous avez vendu votre maison. Oui. Donc, vous avez joué le tout pour le tout. Exactement. Pour acheter votre premier restaurant. Ah oui, exactement. Il fallait vraiment avoir une foi. On a pris la maison familiale. On est allé rester dans un 4,5, je ne l'oublierai jamais. C'était pas trop un problème parce que j'avais apporté toute la cuisine, la table, les casseroles et tout ça dans le petit casse-croûte. Et c'était vraiment une aventure de survie. Mais je suis contente parce que c'est comme si j'étais devenue le héros de mes enfants. Alors, quand j'étais portée à me décourager, je me rappelais de cela et ça m'a empêchée d'arrêter. Il y a une phrase ici que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est la lettre 16, parce qu'il faut dire que toutes les lettres sont précédées, soit de proverbes, de citations, de maximes. Il y en a d'autres personnes que vous, mais j'aimerais lire celle que vous avez signée, et ça s'appelle justement « La chaleureuse atmosphère familiale ».
Alors, c'est notre aventure de survie familiale qui est à l'origine de la chaleureuse atmosphère familiale. C'est la pauvreté qui nous faisait tendre la main, tantôt pour demander et tantôt pour donner. C'est sans le savoir qu'on est devenu chaleureux. À force d'avoir besoin d'amour, on s'est habitué à faire plaisir aux autres. Et tout ça s'est bâti comme la mousse sur les arbres sans qu'on s'en aperçoive. C'est ça. C'est très original, mais en fait, ça décrit bien l'atmosphère dans laquelle vous étiez. C'est que petit à petit, vous avez bâti quelque chose et votre carte, vous l'avez faite grâce aux autres aussi, puisque vous étiez à l'écoute de vos clients. Totalement, totalement. Bien souvent, quand on m'interviewe, on me passe toujours la remarque Cora, vous avez fait très peu d'erreurs dans votre parcours. Et je dis toujours, j'ai aucun mérite, parce que j'ai toujours fonctionné avec mon équipe que j'appelais. Au début, c'était l'équipe, aujourd'hui, c'est les directeurs, où on parle ouvertement de nos projets, chacun, et tout le monde est appelé à donner son opinion. Alors, même que j'aurais voulu faire une erreur ou une mauvaise décision, l'équipe, quelqu'un l'aurait intercepté et aurait dit, écoute, je veux qu'on repense à ça. Alors, je trouve que l'équipe, c'est tellement important. Et vous avez gardé cette atmosphère familiale, même avec les 130 franchises au Canada, c'est énorme. Écoutez, c'est simplement que, puis c'est facile parce que c'est des franchises et la plupart des franchisés, quand ils sont mis en contact avec un restaurant Cora, sont captés par l'atmosphère et veulent continuer ça. Alors, il faut juste transférer la culture de l'entreprise. En fait, moi, j'ai vraiment aimé ce livre aussi à cause du style que vous utilisez. Et je trouve que ça reflète bien un petit peu votre personnalité. On a eu l'occasion de se rencontrer quelques fois. Et en ce sens-là, c'est à la fois un livre d'affaires, mais c'est aussi un livre intime et c'est plein d'anecdotes aussi. Absolument. Plein d'anecdotes. Je suis peut-être une personne d'affaires, un chef d'entreprise, mais je pense qu'au départ, je suis une femme, une maman qui parle encore comme la mère poule de son poulailler et qui écrit comme elle parle. C'est ça. Et vous avez réussi... moi, je dirais que c'est une quadruple réussite. Vous avez réussi à lancer vos restaurants. Vous avez réussi d'abord à vous affranchir d'un mariage que vous n'aimiez pas. Puis vous avez réussi la transition avec votre fils, qui est maintenant président. Oui. Ça, je pense que c'est toute une réussite. C'est ça. Et en plus, vous continuez à vous impliquer, mais vous faites aussi honneur à vos passions, qui sont l'écriture. Oui, le dessin. Et le dessin aussi. Le dessin, oui. C'est ça. Et moi, en tout cas, j'inviterais vraiment... chacun à découvrir ce livre parce que je crois que c'est vraiment très enrichissant. Écoutez, on pourrait lire plein de maximes. Ben, pourquoi pas celle-là d'abord? Allez-y. À propos d'un comment devenir un leader. Alors, les leaders se fabriquent eux-mêmes à partir de la meilleure raison au monde. Créer quelque chose qui a le potentiel de devenir beaucoup plus grand qu'eux-mêmes. Absolument. C'est une belle leçon, je pense, pour n'importe qui aurait un rêve, qui voudrait le réaliser. En fait, vous êtes un exemple, comme quoi on peut se lancer avec la foi. Absolument. Et mon plaisir est de partager ça justement pour donner espoir aux entrepreneurs que même qu'on commence et qu'on est démunis, il y a toujours moyen d'arriver et de réussir quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Écoutez, je veux justement, quand je serai un ange là-haut, de continuer à voir ces Cora pousser comme des champignons un peu partout en Amérique du Nord. Ça, c'est vraiment mon rêve. C'est vraiment votre rêve, là. Oui. Écoutez, c'est formidable. Donc, voilà, Entre le soleil et moi, qui est publié aux éditions Marcel Broquet, c'est vraiment à lire et je vous remercie de ce témoignage. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Marcel Broquet, vous êtes dans le monde du livre depuis 53 ans. C'est vous qui avez ouvert la première librairie à Verdun, dans un quartier qui, à l'époque, était défavorisé. Et vous avez été donc libraire pendant 23 ans. Ensuite, vous avez côtoyé le monde de la distribution. Et ensuite, vous êtes devenu éditeur. Et maintenant, nous assistons au lancement de votre premier livre qui s'appelle « Laissez-moi vous raconter ». Est-ce que vous pourriez me dire d'où vient ce goût pour la lecture et les livres? Ce goût pour la lecture me vient peut-être, je crois, de ma mère, qui me disait toujours, lorsque j'allais la revoir en Suisse,
qu'est-ce que tu fais? C'est quoi un libraire? C'est quoi un éditeur? C'est quoi un imprimeur? Alors, quand je lui expliquais, elle me disait, tu pourrais peut-être un jour raconter notre vie. Donc, ça a commencé comme ça. Et nous étions en France à cette époque-là. Partie de Suisse à l'été 39. Mon père avait eu cette curieuse idée. Et conséquemment, je ne suis pas allé à l'école en France. Nous sommes revenus en Suisse, j'avais 11 ans. Et donc c'est vraiment à cet âge-là, parce que j'ai lu votre livre, que vous me dites que vous avez appris à lire. J'ai appris à lire entre l'âge de 11 et 12 ans, en effet. Et j'ai aussi appris, par après, à aimer le livre grâce à une libraire, qui est une bouquiniste libraire, chez qui j'allais de temps en temps, comme ça, regarder dans la vitrine de l'extérieur pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Et un jour, elle est sortie, elle m'a dit, si tu veux rentrer, tu peux regarder les livres et t'en choisir un, mais j'ai pas d'argent. Alors je suis rentré, puis elle m'a dit, regarde, s'il y a quelque chose qui t'intéresse, tu viendras me voir. Alors j'ai dit, bon, mais il y a des livres qui m'intéressent, mais elle me dit, trouve-toi 10 centimes, ce qui fait à peu près 20 cents canadiens aujourd'hui. Trouve-moi 10 centimes et je te louerai un livre. Alors ce que j'ai fait, j'ai demandé les 10 centimes à 2 sous à ma grand-mère, Marie. Je suis retourné voir la libraire, elle m'a remis le Robinson Crusoe que j'ai lu. Je suis retourné 2 semaines après et elle m'a dit, bon, redonne-moi le 10 centimes. Je te redonne le 10 centimes et tu peux te choisir un autre livre, et ainsi de suite. Ça s'est passé comme ça. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens qui m'ont prêté des livres, qui m'ont initié à la lecture. Donc, ça, c'était en Suisse ou c'était quand vous étiez déjà en France? Non, ça c'était vraiment en Suisse, parce qu'en France, il n'y avait vraiment pas de livres à l'époque. C'était en pleine campagne, la France profonde. Donc vous venez d'une région du Jura, c'est ça? La région du Jura suisse, oui, de Lémont. Parfait. Et puis vous êtes venu au Québec comment et en quelle année? Je suis arrivé au Québec le 5 mai 1958, pour diverses raisons, dont la question du service militaire. Et une année après, exactement, le 5 mai 1959, j'ai ouvert la librairie. Enfin, toute la préparation, etc. J'ai commencé dans le domaine du livre, un peu avant aussi en Suisse, à la Guilde du Livre, à Lausanne, à vendre des séries d'œuvres de grands auteurs français. Et au cours de votre carrière d'éditeur, vous avez quand même eu quelques bons succès. On parle du Guide des oiseaux que tout bon Québécois a dans sa bibliothèque. On parle aussi de Cherche Étoile. Donc vous avez publié énormément de livres. J'ai publié près de 2000 livres à ce jour, dont ces grands succès sur l'horticulture et l'ornithologie, des tirages quasiment faramineux et qui me permettent justement de faire un peu autre chose aujourd'hui, grâce à Dieu. Et j'ai publié aussi, donc pour faire le lien avec Umberto Bruni, une série de livres d'art qui s'appelle Signature, plus une autre vingtaine de livres de grand format sur Pellan, sur Clarence Gagnon, le groupe des Sept, etc. Mais après 23 ans comme libraire, qu'est-ce qui vous a donné le goût de commencer à publier des livres en fait? Je dirais pas que c'est un peu... c'était l'envie de voir aussi créer autre chose, un petit peu sortir du milieu de la librairie, derrière le comptoir. Mais je dirais qu'il y a eu 2 raisons. C'est de constater le manque de livres qu'il y avait dans le domaine des sciences naturelles. Il y avait un manque flagrant de livres d'auteurs québécois. Si on voulait un livre sur les champignons, c'est un livre français ou américain. Oui. Et dans le domaine des arts, c'était la même chose. Il y avait très peu d'artistes québécois qui étaient publiés. Donc il y avait 2 thèmes là que j'ai tout de suite explorés. C'est ça, puis ça a été vraiment un gros succès. Les sciences de la nature, ça a été un gros succès. Les livres d'art, par rapport à aujourd'hui, oui, c'était déjà un très bon succès. Il y a eu des grands artistes là-dedans, d'autres moins connus, mais ça a été vraiment une longue histoire et c'est une expérience unique dans le domaine du livre au Québec, cette collection. Et alors là, vous laissez le domaine de l'édition? Non, pas tout à fait, puisque vous avez redémarré une nouvelle maison d'édition, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que vous avez décidé, vous, de vous commettre et d'écrire un livre qui s'appelle donc « Laissez-moi vous raconter ». Qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? En effet, j'ose aussi franchir cette porte-là de l'écriture, pas par jalousie envers les auteurs, au contraire, mais par contre, ça me permet de les comprendre peut-être un peu plus. Ce qui m'a donné l'idée, c'est toutes les notes que j'ai prises depuis quelques années, que j'avais mis de côté sans
sans avoir l'idée de les publier un jour. Et puis le fait de rentrer dans le domaine littéraire, plus particulièrement, de voir qu'est-ce qui se faisait. Bon, je me disais qu'après tout, c'était pas si mal. Je pourrais peut-être aussi me raconter ce que j'ai fait. Et en explorant aussi le côté de l'histoire, la grande et la petite histoire. C'est ça. Donc, dans la première partie de votre livre, on trouve des souvenirs d'enfance, du Jura et des anecdotes ou des faits historiques, puisque vous adorez l'histoire. Mais dans la deuxième partie, on parle plus du livre, de votre métier, en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. J'aime beaucoup l'histoire. Et dans la seconde partie, qui a été rédigée assez rapidement, c'est tout ce qui se passe dans le livre, tous les domaines du livre, de l'auteur à l'éditeur, l'imprimeur, le distributeur et le lecteur. C'est une partie du livre qui peut apporter, je crois, sans prétention, beaucoup de choses aux gens, aux profanes qui ne connaissent pas le livre, aux auteurs, par exemple, qui ne savent pas comment aborder un éditeur. C'est pas un livre qui est fait pour les professionnels du livre, c'est une partie du livre qui s'adresse vraiment aux particuliers, aux lecteurs, autant qu'aux créateurs littéraires. C'est ça, donc ce n'est pas une suite de tous les livres que vous avez publiés, c'est plutôt un petit peu les émotions, aussi des anecdotes, je pense, que vous avez oui, il y a de là-dedans. nombreuses anecdotes dans ce domaine-là. C'est pas du tout un catalogue, hein, absolument pas. Pas faire un répertoire des livres que j'ai publiés, mais il y a de nombreuses anecdotes. Par exemple, quelqu'un qui me demande, monsieur, je suis français, je vous appelle de France, je voudrais publier chez vous. Je lui dis, pourquoi chez nous? Vous êtes en France? Mais parce que tous les éditeurs français m'ont refusé. Bon, je dis, écoutez, au Québec, on n'est pas plus mauvais que les Français, nos amis français, alors je suis désolé, je ne veux même pas voir votre manuscrit. Est-ce que vous avez aimé ça, l'écriture? J'ai adoré la première partie de l'écriture. J'ai bien aimé la seconde partie. La seconde partie mérite une suite. La préface est de Alain Stanquet. Et en conclusion, dites-nous, est-ce que vous allez écrire encore? Je crois que je suis pris par la piqûre de l'écriture. Oui, vous aviez commencé il y a quelques années, mais finalement, c'est une belle expérience. Vous faites la boucle, finalement, de libraire, distributeur, éditeur. Est-ce que vous dites, pour utiliser vos mots, scribouilleur? Scribouilleur ou encore écrivain, comme disait Roland Barthes. Je n'ai pas de prétention, mais j'ai la volonté de continuer. Oui, ben, comme vous avez beaucoup lu, je pense que la facture de cette écriture-là est quand même assez intéressante et je le recommande. Donc, Marcel Broquet, laissez-moi vous raconter dans votre propre maison d'édition. Marcel Broquet, merci beaucoup. Merci.